Messieurs, je vous remercie pour votre franchise. Moi, je suis tout aussi heureux, je crois que l'Assemblée aussi, avec les conclusions que vous venez de faire sur les miracles. Je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, mais je n'y croyais plus non plus. La soirée n'est pas finie, absolument. Il peut y en avoir encore. Et effectivement, on a terminé Pâques hier. Donc, mais les miracles, eux, peuvent continuer, effectivement. Il peut y avoir autant de miracles que de reniements, n'est-ce pas ? Oui. Bien. À la salle, je dis maintenant, c'est à vous. Il y a 2 micros, debout là de part et d'autre. Je vous engage pour poser vos questions à vous lever, à venir auprès de ces micros et à poser vos questions. Je pose la question à l'ensemble des intervenants. Alors, je voudrais savoir s'il ne serait pas temps de remplacer les cours de religion par un cours d'éducation à la citoyenneté, quitte à ce que les cours de religion soient également enseignés, mais en dehors de l'enseignement normal. Merci. Oui, je crois que certains y ont répondu à cette question, mais quelqu'un veut faire un commentaire, parce que je crois qu'effectivement le sujet a été couvert. Il y a des textes déposés sur le sujet. Je prends un exemple, celui de Richard Miller, par exemple. Il a déposé depuis des années des textes sur le sujet pour demander effectivement que l'on aille. Alors on peut définir le type de cours qui serait donné, mais en tout cas vers un cours qui couvre l'ensemble de l'histoire et de l'explication des religions, des convictions, et on peut parler de citoyenneté, mais qui surtout fasse sortir alors du cadre scolaire les cours dédicacés à une conviction ou à une religion. Mais voilà, ça n'a jusqu'à présent, mais j'ai dit il n'y a eu que 2 miracles jusqu'à présent. Peut-être qu'on a l'unanimité sur ce sujet aussi ce soir. La décision d'Israël de suspendre les négociations aurait eu un effet extraordinaire. Je voudrais poser ma question à M. Minguin. Vous parliez d'interdiction. Je me demandais, face à un Laurent Louis, justement, qui paraît intouchable, ou alors à d'organisations telles que BDS, qu'est-ce que vous proposez ? Parce qu'il y a toujours la question de la liberté d'expression, ou alors justement de Laurent Louis qui est pratiquement intouchable. Je crois qu'on peut peut-être poser la question à tout le monde. Hein. C'est un sujet assez général. D'accord, ok. D'accord, merci. Oui, bon, distinguons. Laurent Louis, évidemment, il a son immunité parlementaire dans l'exercice de ses fonctions, et plus particulièrement à la tribune du Parlement. Ça, c'est une immunité absolue. C'est déjà moins vrai en dehors de l'Assemblée elle-même. D'abord, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire au personnage. Outre ces divagations politiques et invraisemblables, ça relève presque du cas de santé mentale. Je ne veux pas être méchant, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pour qui l'entend, on se dit qu'il a quelque part une incapacité à être dans la réalité. Mais bon, il est clair que maintenant, il a trouvé une manière d'exister en se ralliant. Il a été au parti islam, enfin il a fait le tour de tout ce qui est contre de l'extrémisme sur l'échiquier politique. Ignorer que Laurent Louis, je ne dis pas qu'on aurait vite fait de régler son affaire, mais ce n'est pas encore le plus menaçant, parce que sa crédibilité est totalement nulle. Je reviens à l'interdiction des rassemblements qui prônent la haine. Je trouve que le gouvernement français a fait preuve de beaucoup de courage. Et à un moment donné, je sais bien qu'il y a une jurisprudence, je sais bien que c'est un débat de l'équilibre entre liberté d'expression et protection de l'intérêt général et de la sécurité due à ceux qui sont menacés par une fausse liberté d'expression. Ce n'est pas une liberté d'expression. Il faut cesser de mal qualifier ce qui est l'expression de la haine. Ça n'a rien à voir avec l'exercice d'une liberté ou d'un droit fondamental. Ce relativisme-là n'est pas acceptable. Et les juristes qui prêtent leur concours à cette espèce de relativisme juridique qui vise à mettre sur pied le fait que tant que le propos n'a pas été commis, ou tant que l'acte n'a pas été commis, on ne peut pas interdire, alors que l'on sait que l'intention même ou la volonté même de l'organisation de la manifestation est de permettre la tenue de propos ou de comportements attentatoires aux libertés des autres, eh bien je trouve qu'il faut un peu plus de courage dans le milieu juridique et des cours et tribunaux et des juridictions administratives pour dire que non,
un arrêté de police du bourgmestre, je sais bien, Yvan a été Je vais peut-être le raconter. oui, tout à fait, confronté au problème avec le Belingue, hein, voilà. Eh bien, j'avoue que là, il y a un débat que les juristes doivent mener, et je suis de l'école de ceux qui ne considèrent pas qu'on met sur le même plateau de la balance les droits de ceux qui vont être agressés et la liberté prétendument d'expression de ceux qui préparent les actes qui conduisent à l'agression. Moi, ça, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre sur le plan juridique. Voilà, c'est un vrai débat. Je crois qu'il y a là une volonté de revoir les notions pour qu'on ne trompe pas et qu'on ne se trompe pas de qualification. Quand on a eu, surtout de la part de gens qui ont commis plusieurs actes attentatoires, c'est donc des gens qui sont connus, qui ont déjà parfois été poursuivis, une nouvelle initiative, il faut avoir la volonté de prévenir la commission de ce genre de faits. C'est tout. Vous ne demandez quand même pas à ceux qui font des tentatives de meurtre d'attendre qu'ils aient commis le meurtre pour éventuellement prévenir. Je caricature un peu le propos, mais c'est pour faire comprendre qu'on ne laisse pas sur le même plateau de la balance sur ce type de fait. Mais donc je partage totalement ce que vient de dire Olivier Mainguin, mais je ne fais pas que le partager, je le pratique. Seulement, je suis confronté dans ma pratique, comme bourgmestre, à une réalité qui est celle des juridictions. Et donc, quand j'arrive, la police me dit bah, on a eu des antécédents, Dieu donné, on a été cassé, on a dû laisser se dérouler le spectacle de Dieudonné, et ce n'est qu'au cours du spectacle que des policiers dans la salle ont constaté des propos racistes, antisémites, etc., qu'alors on a fait interdire la fin du spectacle qui s'est mal déroulé, etc. Bref, avec, me dit la police, évidemment une situation de tension à ce moment-là qui est presque ingérable pour la police elle-même, qui aujourd'hui serait encore plus ingérable, parce qu'il draine une foule encore plus délirante qu'il y a quelques années. Et donc, la police de Bruxelles était dans une position qui était de dire on n'a plus le choix, on est obligé de laisser ces rassemblements se tenir. Ma position a été de dire non, on fait front, en l'occurrence, on dit non, on refuse que ces manifestations se tiennent sur le territoire de Bruxelles. J'ai donc interdit la manifestation du Vlaams Belang au vaudeville. Accessoirement, je dis clairement aussi que les gros malins du vaudeville qui ont loué leur salle, il ne faut quand même pas les perdre de vue non plus, ces gens-là. Ils ont à cause de moi, ils ont une perte de 15 000 €, j'en suis fort affecté. Bon, donc voilà, l'argent des nazis ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, il faut à un moment donné quand même oser dire les choses. Donc, mais il y en a visiblement que ça intéresse. Donc, j'ai pris la décision d'interdire. Sur quelle base ? J'avais un rapport de l'OCAM, l'organe de contrôle de la menace, qui dit le meeting du Vlaams Belang, menace de niveau 3. Trouble à l'ordre public, menace de niveau 3. Enfin, c'est quand même sérieux. Donc, c'est étayé. Donc, ce n'est pas seulement mon opinion, c'est aussi un organe qui est chargé de cela, qui donne son opinion et qui dit c'est dangereux, il faut l'interdire. Je l'interdis. Qu'est-ce qui se passe ? Les types vont au Conseil d'État, gagnent au Conseil d'État. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Sur quelle base le Conseil d'État peut-il juger du trouble à l'ordre public qui, de toute façon, évidemment, se produit, puisqu'il y a des bagarres, place Agora, devant l'entrée de la galerie de la Reine, immédiatement avec des types qui sont venus du côté de l'extrême droite pour casser, puisque évidemment derrière le Vlaams Belang il y a le groupe Nation, des types très sympathiques qui sont venus pour évidemment casser la gueule des gens. Donc voilà, je pense qu'il y a là un vrai problème. En effet, je partage l'idée que les juridictions ne sont pas outillées, je pense, pour évaluer le trouble à l'ordre public. Je m'excuse, mais à un moment donné, puisqu'il s'agit de ça, c'est tout de même notre responsabilité. Voilà. On n'est pas dans la liberté d'expression. Je partage l'idée que, effectivement, je l'ai dit en commençant le débat, on n'est pas dans une opinion, on est dans un délit, c'est la loi belge, et je ne vois pas pourquoi on autorise ça. Alors je suis confronté au problème du 4 mai, puisque tous ces gros malins organisent, les tickets sont en vente dans une librairie à Uccle, figure-toi. Donc, bon, même c'est pas ta faute. Hein,
Dans le cadre des miracles, Pour- si Hugues Pour le ceux qui pouvait. ne savent Ah, non, pas, soit. donc le 4 mai, il y a un grand rassemblement Oui, oui. européen antisémite organisé par Laurent Louis, avec Alain Soral, avec Oui, oui, c'est Dieudonné et d'autres dingues du même genre. Donc, si la chose se déroule, donc le principe de la mobilisation est la flash mob, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent et vont recevoir en dernière minute le lieu du rendez-vous, le lieu de l'action. Donc moi, je ne sais évidemment pas agir préalablement, puisque forcément c'est impossible. Non mais d'accord, mais je ne sais pas non plus en dernière minute mobiliser 1, 2, 3, 5 pelotons de police pour aller mettre de l'ordre. Donc c'est très difficile dans cette situation-là. Donc on essaye d'envisager avec les juristes une espèce de position préalable d'interdiction générale, mais je ne la vois pas, enfin ce n'est pas aussi facile que ça à établir juridiquement. Voilà, on est confronté là à des gens qui utilisent, et je reviens au débat que nous avons eu en commençant, les réseaux sociaux, etc., qui permettent aujourd'hui des choses qui hier n'auraient pas été possibles et qui nous mettent, nous, autorités publiques, parfois dans l'impossibilité d'agir efficacement, en tout cas par rapport à cette mobilisation prévue le 4 mai. Prépare toujours à titre préventif un arrêté d'interdiction. C'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Mais oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et il n'y aura pas, bien sûr, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Messieurs les bourgmestres, merci. Oui, bonsoir. On parle de miracle. Je voudrais simplement expliquer quelques petites choses. Lorsqu'il a été décidé de boycotter la collaboration de la recherche avec l'État d'Israël, comme citoyen belge, je trouve que nous sommes un petit peu largement perdants. Un tout petit exemple qui n'est pas très connu, malheureusement, des hommes politiques, même de certains hommes politiques israéliens. Je pense ici, et ce n'est pas le cas de l'ambassadeur qui est présent, mais d'un de ses prédécesseurs. Quelqu'un a dit il faut boycotter les ordinateurs. Savez-vous que se trouve en Israël une usine américaine qui développe les cœurs des ordinateurs, c'est-à-dire les microprocesseurs, pour 90% des ordinateurs du monde. Ces processeurs sont conçus en Israël, développés et construits en partie, évidemment. Autrement dit, si demain, cette usine ferme, ce qui a été tenté par des juifs religieux qui voulaient que ça ne tourne pas le Shabbat. N'est-ce pas? C'est très amusant. C'est une usine qui tourne 24 heures sur 24, que j'ai visitée en tant que journaliste. On m'a expliqué que le jour du Shabbat, ce sont des ingénieurs arabes, musulmans, qui travaillent dans l'usine, qui s'occupent de l'usine, et que ça tourne très bien. Aux soins intensifs d'un hôpital, on n'arrête pas de travailler la nuit. Ni le dimanche, ni le vendredi, ni le Shabbat. Eh bien, dans le cas de la collaboration ici, imaginez que ce département israélien cesse de travailler, eh bien, nous n'aurons plus d'ordinateurs dans 90% des pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Messieurs les politiciens, on ne vous dit pas toujours tout. Malheureusement, on vous raconte, non pas des bobards, mais on oublie de vous raconter certaines choses, et ça vous fait prendre des décisions qui, comme citoyens belges, nous lèsent beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ma question est pour Monsieur Renders. Je voulais savoir, en fait, concernant l'éducation et la sensibilisation à la haine dans les écoles, ou même l'interdiction des signes ostentatoires dans les écoles. C'est bien d'instaurer des cours au niveau secondaire, voire même au niveau primaire, mais au niveau maternel, par exemple, qu'est-ce qu'on ferait? J'ai eu quelques exemples, par exemple, d'une jeune fille de 3 ans qui a refusé de serrer la main à sa professeure parce que ses parents lui ont dit que c'était incorrect. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, sur les signes convictionnels, rien n'interdit de le faire également pour l'enseignement maternel. Hein. Je suis assez impressionné de voir parfois arriver des enfants de cet âge-là avec des signes, et des parents expliquent pratiquement que c'est un choix délibéré. C'est le cas. C'est le cas. Il faut venir, si on n'en a pas encore vu, il faut venir voir, y compris en maternelle. Donc ce volet-là, il n'y a évidemment pas de problème. Sur l'éducation, il faut que ce soit adapté, bien entendu. Donc il n'y a aucune raison de ne pas commencer
dès les premiers contacts avec l'enseignement, de développer ce type de démarche auprès des enfants, et peut-être d'ailleurs aussi auprès des parents, puisque c'est la remarque qui a été faite, mais ça doit simplement être adapté. On ne va pas organiser un cours d'histoire des philosophies et des religions en maternelle. Je pense que quand je vois, enfin je ne vais pas revenir sur l'état de notre enseignement secondaire et dans quel état il nous arrive à l'université, mais je ne suis pas convaincu, disons, quand je vois les résultats aujourd'hui en fin d'humanité, qu'on aurait vraiment un accueil parfait si on faisait ce cours dès la maternelle. Mais l'adaptation des enseignements, si je peux dire, dispensés dès le départ, doit évidemment être là. Il n'y a aucune raison de ne pas commencer, dès les maternelles, à avoir ce genre de comportement, mais aussi à avoir l'interdiction, que ce soit pour le personnel ou pour les enfants. Moi, je voudrais revenir sur la définition des signes ostentatoires. Je ne pense pas que ce soit très évident d'arriver à une loi, parce qu'il ne suffit pas d'interdire, il faut se demander aussi pourquoi on interdit. Donc, quel serait le vrai problème? Est-ce que c'est le vêtement, ou ce sont les options politiques qui sont parfois sous-jacentes? Et quel est le but recherché de cette loi? Est-ce que c'est considéré comme un progrès vers l'éthique universelle, ou bien c'est simplement dire sous une forme déguisée « à Rome vit comme les Romains ». Moi, je voudrais vous répondre par la pratique, encore une fois. La position à la ville de Bruxelles, il ne s'agit pas, notre position ne se limite pas à un problème de vêtements ou de bouts de tissu. Deux cas très concrets, anecdotiques, qui ont été résolus sans grande difficulté. Des types arrêtent de travailler à l'hôpital et se mettent à faire la prière dans le couloir. Le directeur de l'hôpital me dit « qu'est-ce que je fais ?» Tu vires les types, il y a abandon de poste de travail. Oui, mais non, c'est un problème politique, tu comprends, il faut une prière. Je m'en fous. Enfin, je veux dire, type qui sort boire une bière, qu'est-ce qu'on fait? On le sanctionne parce qu'il est sorti boire une bière. Oui, il a abandonné son poste de travail. Ici, c'est la même chose. On a convoqué les types ont dit, oui, mais on subit la pression sociale de celui-là, donc on a viré un type, les autres se sont réintégrés, le problème ne se pose plus. Il y a un homme charmant qui, la nouvelle échevine de la culture se rendant en face de l'hôtel de ville au musée de la ville de Bruxelles, rentre, salue l'ensemble du personnel comme c'est de courtoisie et de pratique courante à la ville de Bruxelles. Le type refuse de lui serrer la main. Qu'est-ce qu'on fait à la ville de Bruxelles? On a décidé de le virer. Dans d'autres communes, on n'a pas fait ça, mais à la ville de Bruxelles, on l'a viré. Donc, il ne s'agit pas des femmes qu'on sanctionne au travers d'un bout de tissu, il s'agit de comportements qui sont contraires à ce qui est le respect dû aux citoyens, à l'autorité hiérarchique, aux clients que nous... Mais je n'ai pas besoin de loi, mais c'est ce que j'ai dit, parce que j'entendais tout à l'heure, on est d'accord de voter la loi si c'est comme à Bruxelles, mais pour les moins de 16 ans. Mais non, nous, on n'est pas là-dessus. Donc voilà, Voilà. Donc moi, je suis... Voilà. Donc ça, peut-être qu'il faut une loi pour que tout le monde le fasse, mais la loi, elle ne se limite pas à un problème de bout de tissu. C'est évidemment pas ça. Non. Alors, donc... mais c'est dans tous les sens. Je n'accepte pas non plus quand quelqu'un vient à l'hôpital. Alors, dans la pratique, évidemment, on discute avec les gens, etc. Et que quelqu'un vient se mêler de ma femme ne peut pas être auscultée par tel médecin, etc. Nous n'acceptons pas cela. Mais évidemment, dans la pratique, les médecins, les infirmiers, tout ça, sont confrontés à cette réalité avec ces gens. Il faut dialoguer, il faut expliquer, il faut calmer les gens, il faut essayer de trouver des solutions. Il y a de la violence aux urgences subies par le personnel, etc. Donc, je pense qu'il y a à faire une œuvre rapide dans l'ensemble des autres institutions qui ne la pratiquent pas, d'aller dans le sens de ce que nous faisons. Si pour cela il faut une loi, mais je pense qu'elle n'est pas aussi évidente que ça à établir, prenons une loi. Mais je pense que ce n'est même pas nécessaire. Je pense qu'il suffit de la volonté politique d'appliquer les règles simples du fonctionnement démocratique et du respect de la laïcité qui n'existe pas dans notre législation, mais en tout cas du fonctionnement de nos institutions. Moi, j'ai peur de la loi, je l'ai dit tout à l'heure, je veux le répéter, dans la mesure où elle serait un retour en arrière par rapport à nos pratiques. Ça, moi, je ne le souhaiterais pas, et je ne participerai pas de ça. Mais par contre, je pense qu'il faudrait commencer par écouter ce que nous faisons.
nous faire entendre notre pratique, qui est positive, qui est acceptée par les gens. Venez voir la diversité dans nos institutions parmi les travailleurs. Venez voir, tout le monde travaille dans nos institutions. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de discrimination à l'embauche aussi. Ça aussi, c'est important. Et je pense que c'est au travers de cela, choisir un destin commun pour nous et pour nos enfants, ne plus être dans des logiques de stigmatisation de l'un et de l'autre, et choisir un projet commun de développement. Je pense que c'est ça qui peut nous permettre de sortir de la situation présente. Oui, la question posée par l'intervenant avait de multiples effets en cascade, si je puis dire. D'abord, l'idée, est-ce que c'est une manière de dire vous êtes à Rome, vous vous habituez aux mœurs des Romains? La laïcité de l'État, ça a d'abord été, en Europe, un formidable mouvement d'émancipation pour refuser la mainmise de l'autorité religieuse sur la vie publique. Ce n'est donc pas un débat au départ ressortissant européen étranger. C'est tout simplement une évolution, une exigence démocratique née en Europe à travers le siècle des Lumières, enfin on ne va pas refaire toute l'histoire, pour que justement plus jamais on soit dépendant d'une autorité dont on ne partage pas éventuellement les convictions. C'est le fondement même de l'égalité de traitement entre les citoyens et la laïcité de l'État. Et moi j'ose le mot parce que je crois que le mot est juste, il vient du grec ancien, laos, qui est la communauté de vie, c'est la manière de vivre ensemble. C'est la manière de vivre ensemble. Et la manière de vivre ensemble, c'est notamment garantir que jamais, dans votre rapport à l'autorité publique, vous puissiez subir quelque discrimination en fonction de vos convictions. Mais pour ça, vous devez avoir la garantie que l'autorité publique elle-même ne privilégie pas des convictions quelles qu'elles soient, ou sinon vous n'avez pas cette garantie de traitement égal à votre égard. Voilà, ça c'est essentiel. Et en somme, c'est une garantie pour ceux-là même qui viennent s'établir chez nous. C'est la garantie qu'eux-mêmes bénéficieront de cette égalité de traitement. Donc ce n'est pas une manière de les rejeter, au contraire, c'est une manière de les intégrer. Il ne faut pas se tromper sur le point de vue que l'on prend, sinon on trompe. Deuxièmement, pourquoi une loi? Alors j'entends bien, pas de régression par rapport à l'excellente pratique de la ville de Bruxelles. Sauf que l'excellente pratique de la ville de Bruxelles n'est pas commune partout, dans toutes les administrations et dans toutes les autorités. Donc à un moment donné, oui, il faut faire progresser par la volonté de la loi une pratique qui est peut-être excellente à la ville de Bruxelles et dans d'autres communes, parce que je reconnais que les pouvoirs locaux sont généralement assez attentifs, puisque ce sont les pouvoirs de première ligne, mais il n'en demeure pas moins qu'on sait bien qu'il y a des tentatives ou des tentations de ne pas être aussi exigeants partout de la même manière. Alors, distinguons quand même les points de vue. Le port ostentatoire, c'est quoi le port ostentatoire? C'est celui que l'on voit, bien entendu. C'est celui que l'administré peut distinguer au contact avec le fonctionnaire, l'autorité qu'il rencontre. Rien ne vous interdit d'avoir dans votre portefeuille un symbole religieux ou de conviction personnelle. Ça, on ne le verra pas. Mais c'est celui qui permet à un moment donné à l'administré de pouvoir dire, tiens, la personne à qui j'ai affaire et qui représente l'autorité publique affirme une préférence qui n'est peut-être pas la mienne. Voilà, ça, c'est aussi ça. Et je constate que là où on a pris des lois, comme en France, on avait dit quand Chirac a pris cette initiative, il a été très courageux, Jacques Chirac, sur cette question, quand il a fait interdire dans l'enseignement officiel, public, qui évidemment en France a un autre poids, je dis bien que c'est pour le réseau officiel, mais quand il a pris cette initiative, on a dit les écoles vont être désertées, et ainsi de suite. Je ne vois pas que c'est ça qui s'est passé. La loi a été admise. J'ajoute quand même, parce qu'il ne faut pas non plus faire preuve de relativisme, le bout de tissu, ce qu'on appelle le bout de tissu, qui est quand même une expression. Je respecte éventuellement l'adhésion à des convictions à travers un port vestimentaire. Mais lorsque l'adhésion à une conviction conduit à l'abaissement de la condition de la femme, alors je dis que ce n'est plus un problème de conviction, c'est un problème d'égalité de la femme par rapport à l'homme. Et sur cette question, il ne faut pas non plus faiblir. Et il ne faut pas faiblir parce qu'il y a tellement de femmes qui, dans les pays concernés, tentent de s'affranchir de cette soumission qu'on cherche qu'on leur a imposée, qu'il est invraisemblable que dans des pays hérités des siècles de lumière, on ne comprenne pas que c'est un enjeu considérable et que nous ne soyons pas nous-mêmes garants de cette volonté, pour nombre de femmes dans le monde, de ne pas être soumis à cette contrainte. Voilà.
Je voulais peut-être rajouter au débat un élément dont on n'a pas encore parlé, mais je ne suis pas de près les questions d'enseignement au niveau fédéral, mais j'entends qu'il y a de plus en plus une demande de la part, effectivement, de filles musulmanes de suivre un enseignement à domicile. Et donc, c'est une vraie demande qui existe, elle est là, elle se renforce, et également de créer des écoles musulmanes islamiques. Et donc je pense que nous sommes aussi confrontés à cette question-là, effectivement, aujourd'hui. Et c'est une question qui, à mon avis, ira en s'aggravant parce qu'effectivement, il y a de ce côté-là des jeunes filles qui, aujourd'hui, sous pression de leur entourage, enfin, ou parce qu'elles le souhaitent, ou parce que, etc., souhaitent effectivement s'exclure elles-mêmes de l'enseignement qui est donné par la communauté française. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui auquel on est confronté. La Constitution autorise cet enseignement à domicile et donc il faut... c'est une question, je pense, dont il faudra débattre dans les prochains mois et dans les prochaines années. J'ai encore rien dit. Ah non. J'ai pris le parti de vous parler de la posture de représentants de mon parti. Et donc, dans toutes mes interventions, dans toutes mes réponses, j'ai parlé à partir du nous et pas à partir du je. Mes réponses n'auraient pas été identiques si j'avais fait que le je. Certains ont jonglé sur le je et le nous. Nous, ville de Bruxelles. Ça m'étonne. Non, mais allez. Non, la politique, c'est aussi parfois la langue de bois. Et si. Quand je vous ai entendu tous les deux dire que le je, c'était le nous, sur, par exemple, la question du boycott, ou la question... Vous savez très bien que ce n'est pas un nous. Ce n'est pas votre nous du CDH ou du nous du PS. Mais non, autrement, on aurait des votes différents au Parlement sur ces questions-là. C'est extrêmement clair. Je vais donc à la fois dire le je et le nous, pour qu'on puisse être très très clair là-dedans, et je vais faire la distinction. Mais en même temps, c'est clair que je représente mon parti, clairement. Et donc, moi, je me bats dans mon parti pour essayer de faire influencer les positions de mon parti. Je gagne la plupart du temps, je ne gagne pas surtout. Et en même temps, si on vote pour un parti, c'est quand même la position officielle qui va être la plus importante. Et c'est pour la raison pour laquelle, en vous respectant, j'ai estimé que c'était surtout celle-là qu'il fallait avancer. Sur la question des signes convictionnels, moi aussi, je suis athée et je suis laïque. Et je ne comprendrais pas que ma fille ou que viennent et qu'elle se disent j'ai envie de porter un foulard ou un truc comme ça. Ça me choque, cette idée-là. Mais faire le résumé de la condition féminine sur cette question du foulard, ça nous donne aussi facilement bonne conscience en disant qu'on s'est battu contre les signes, le port du foulard et que c'est au nom des femmes qu'on le fait. Je suis désolé, nous n'avons pas, et nous ne sommes encore dans notre démocratie, pas tout à fait en situation de faire beaucoup de leçons sur la question de l'égalité, parce qu'encore aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation où l'égalité entre les femmes et les hommes, dans notre démocratie, existe de manière correcte. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, pour autant baisser garde et laisser faire et se dire que voilà, c'est un combat qui ne nous intéresse pas? Non, évidemment. Mais j'estime que le plus important, c'est ce que nous enseignons dans nos écoles. Et s'il y a un miracle qui doit avoir lieu, le miracle le plus important, celui qui aurait des conséquences les plus importantes pour des générations à venir, pour la manière dont on va tous grandir ensemble, parce qu'effectivement, on n'a pas le même passé. Et c'est ça la difficulté des villes, c'est qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout. Et même sur la question du foulard, si vous parlez à 10 musulmans, 10 musulmanes, elles n'ont pas le même point de vue sur l'interprétation qu'il faut donner à ce foulard. Pour certaines, c'est de l'émancipation, pour d'autres, c'est un joug, c'est de l'esclavage, c'est de l'humiliation. Il y a plein de théories et d'interprétations et de visions différentes qui sont faites là-dessus. Et on doit aussi en tenir compte. Mais le propre d'une ville comme Bruxelles, qui a effectivement des gens qui viennent avec un passé différent, qui n'ont pas les mêmes valeurs, parfois, c'est de rappeler les combats qui ont été les nôtres, de rappeler la question de l'égalité et que des femmes se sont battues pendant des années pour pouvoir l'obtenir. Et que c'est un combat qui est toujours d'actualité pour pouvoir avoir cette égalité. Et que c'est trop facile de pouvoir cibler les uns ou les autres pour se dire que ah ben voilà, nous on se bat pour l'égalité et d'ailleurs on combat ce truc-là. Et c'est la même chose sur la sécularité. Là je suis totalement d'accord. On a parlé de laïcité. Est-ce que c'est de la laïcité? Est-ce que c'est de la neutralité? C'est la sécularité. La sécularité, la distinction entre l'État et la religion,
Ce n'est pas non plus une victoire qui existe depuis très 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 longtemps pour la Belgique. Il n'y a pas très longtemps, que ce soit le roi, que ce soit toute une série de fêtes officielles, devaient se faire à la cathédrale, je ne sais plus comment, etc. Parce que il y avait une hiérarchie qui existait. Donc ce sont des combats permanents et qui doivent continuer à avoir lieu. Et c'est dans ce sens-là que nous devons le faire. Donc c'est à l'école. Et le miracle le plus important pour moi, c'est qu'on soit d'accord pour se dire les cours de religion ou de morale, transformons-les le plus rapidement possible en cours de citoyenneté et en cours d'histoire des philosophies et des religions, comme je l'ai dit dans ma première intervention, comme Didier l'a dit aussi. Et je pense que ça, c'est extrêmement important parce que c'est la base de notre éducation, la base de la culture commune que l'on peut avoir, qui aujourd'hui n'existe pas. Et qui, à cause de la différenciation qui peut exister et de la valorisation extrême du communautarisme qui peut exister à travers ces cours de religion dans nos écoles, on est toujours dans des situations où effectivement on fait ce repli sur soi avec plein d'interprétations qui sont différentes et qui diffèrent et qui dépassent très 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 largement la question de l'antisémitisme ou la question de l'égalité ou de toute une série d'autres questions qu'on a en tête. Et sur les signes convictionnels, à travers votre question, je reviens sur ce problème que j'ai, qui est qu'effectivement, on va stigmatiser, c'est beaucoup plus facile de pouvoir dire et cibler des signes convictionnels qui sont visibles pour les femmes, mais pour les hommes, on va dire quoi? Les barbes? Comment est-ce qu'on fait la différence entre un barbu religieux et un barbu qui est à la mode, parce que tout le monde pratiquement la barbe, et moi par exemple, je ne suis pas religieux, comment est-ce que vous allez faire la différence? Donc ça pose des difficultés qui sont concrètes, et j'ai pas envie qu'on se donne simplement bonne conscience en se disant, ah, voilà, on est contre ce truc-là, et puis en même temps de laisser une grande partie finalement du public, qui est la cible du dispositif qu'on a envie de mettre en place, sur le côté. Je voudrais juste revenir sur quelques éléments. D'abord, le premier, puisque les miracles, moi je suis quand même un peu comme saint Thomas, donc je vérifierai, on va redéposer les textes. C'est très simple. Le texte pour mettre fin à la suspension des accords de coopération, il sera redéposé, parce que je ne pense pas qu'il sera voté demain. Le texte existe, mais je ne pense pas que ce sera voté demain. Donc on va les redéposer dès le retour dans les assemblées. Et sur les signes ostentatoires convictionnels aussi, les textes existent. Et ça ne vise pas seulement des signes religieux, ça vise aussi des convictions philosophiques, des signes politiques. Et c'est effectivement, je peux rappeler ce qu'Olivier a dit, la façon de montrer d'une manière ou d'une autre ses convictions aux citoyens qui vient rencontrer un représentant de l'autorité, un représentant dans l'enseignement, où je pourrais développer la thèse. Mais les textes existent, donc discutons-en et ne tournons pas autour de faux fouillants en se demandant, est-ce que je suis d'accord avec Yvan, il ne faut pas reculer, mais pourquoi reculerait-on? Les textes sont là, et bon, si les miracles ont vraiment lieu, comme saint Thomas, on redéposera les textes, on avancera. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on n'a effectivement pas de leçons à donner. Je le dis souvent en venant de l'Union européenne, quand je me balade un peu partout dans le monde, mais on peut quand même faire part d'une expérience. Je le dis souvent pour l'intégration européenne, on plaide l'intégration régionale dans beaucoup de régions du monde, mais il a quand même fallu 2 guerres mondiales et un génocide qu'on n'a encore jamais réussi à égaler ailleurs pour que l'Europe se dise on va peut-être travailler ensemble. Mais quand on parle d'égalité, quand on parle de séparation entre les églises et l'État, c'est aussi un long parcours. Moi, je suis très fier d'appartenir à un parti qui a été créé en 1846. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce thème-là était sur la table en Belgique. C'était une des raisons. Le thème, c'était quand même la séparation de l'Église, et une Église bien définie, et l'État. Et ça n'est pas terminé. Moi, j'aimerais bien qu'on règle encore 2-3 problèmes de protocole. Je prends un exemple au hasard. Je ne trouve pas logique que des parlementaires se trouvent derrière des cardinaux quand il s'agit que le roi prête serment devant les assemblées. Mais voilà, bon, il faut encore faire quelques petits efforts, je veux dire, pour que l'on progresse. Mais on n'est pas au bout. Dans l'égalité homme-femme, on n'est pas au bout. La meilleure preuve, c'est que quand un gouvernement désigne une femme à la tête de Belgacom, toute la presse titre « c'est une femme ». On a désigné à peu près en même temps le patron de la Poste, personne ne sait qui c'est. Personne ne le reconnaît en rue, mais la patronne de Belgacom, oui, parce que quoi? C'est une femme. J'étais tout à l'heure à l'installation de la nouvelle présidente de la FEB. Elle a dû dire elle-même, oui, c'était presque, excusez-moi, je suis une femme et je suis aussi à la tête d'une entreprise et j'ai aussi des activités de chef d'entreprise. Et donc c'est pour cette raison-là, Christos, qu'il ne faut pas accepter ce que souvent on appelle des accommodements raisonnables. Moi, quand j'entends, j'étais nageur, donc ça m'interpelle toujours quand on me dit on devrait quand même avoir des heures de piscine différenciées.
que l'on puisse avoir des femmes qui nagent à un certain moment et des hommes à un autre. Et puis quand je dis mais non, ça ne va pas. Je dis mais alors, il y a le problème des vestiaires. Mais il y a longtemps qu'on a fait des cabines individuelles. Je veux dire, il n'y a pas besoin. Et si c'est la douche, il y a des douches individuelles aussi. Non mais à un moment donné, se dire, parce que des gens viennent d'ailleurs, on doit quand même tenir compte de ce qu'ils véhiculent en termes d'autres valeurs, que ça prenne du temps, qu'il y ait un parcours d'intégration. Mais si je plaide tellement pour des lois, c'est justement parce que même chez nous, on n'est évidemment pas au bout du chemin, et dans la séparation entre l'Église et l'État, et dans l'égalité homme-femme. Et comme on n'est pas au bout du chemin, il ne faut pas commencer à reculer, d'autant que je tiens quand même à le dire, moi je vois pas mal de pays à travers le monde où, malheureusement, pour le moment, c'est le recul qui est là, et le recul très très clair et très marqué, et qui subit à nouveau ce recul? D'abord les femmes. D'abord les femmes. Et donc pourquoi, de grâce, se dire, mais dans le fond, ici, on devrait quand même en tenir compte. On doit quand même rester plutôt dans les lumières que de rentrer dans l'obscurité. Alors, c'est la dernière chance. On va prendre une série ensemble de questions avant de clôturer. Donc, c'est le moment, c'est l'instant. Oui, on a droit à un bis. Alors, pas de regret pour les autres. Ceux qui sont debout maintenant seront les derniers à en poser. Honneur aux femmes. Je me permets de revenir vers vous avec une partie de ma question. Je n'ai pas obtenu de réponse, qui me touche beaucoup plus en tant qu'étudiante. C'est le problème BDS, qui est donc un cercle étudiant qui agit principalement à l'ULB et qui a des activités assez fun, comme faire expulser des étudiants de certains cercles. Voilà. C'était surtout par rapport à ça que je parlais de problème de liberté d'expression. En général, c'est ça qu'on répond, alors que c'est quand même les étudiants juifs et faisant partie de l'UEJB qui sont vraiment fort touchés par ce groupe. Et on va prendre l'autre question en même temps. Oui, en fait, c'est la suite, c'est une demande d'éclaircissement. Est-ce que la loi, elle va servir à promouvoir l'égalité ou à renforcer le respect de l'autorité ? Et comme il a été souligné, dans le deuxième cas, on n'a pas besoin d'une loi. On vit dans une entreprise, le patron dit vous devez faire ça. Si vous ne le faites pas, vous êtes en tort et il ne faut pas une loi. Si c'est pour promouvoir l'égalité, il faut définir l'égalité. Et ça va être difficile parce que pour une majorité, ici, pour le moment, on dira les gens ne devraient pas porter un foulard parce que c'est une dégradation de l'image de la femme. Dans un pays où la majorité dirait on est tous d'accord pour que les femmes portent des foulards, ils auraient raison aussi. C'est pour ça que si c'est promouvoir l'égalité, il faut donner les bonnes raisons. Et ce n'est pas une loi qu'il faudrait, c'est le mettre dans la Constitution, si possible au niveau européen. Juste sur 2 points. Celui-ci, s'il faut une loi, c'est justement pour cela. C'est justement pour que ce ne soit pas dans une commune ou dans une ville que l'on dise on va faire ça, et dans une autre, parce qu'il y a une autre majorité, on ne va pas le faire. Ça part de valeurs. Et je ne vais pas répéter ce qui a été dit à part plusieurs sur la laïcité. J'ai simplement glissé aussi le mot de neutralité parce que je sais très bien qu'en Belgique, Olivier rappelle toujours l'origine grecque du mot, etc. Mais moi, je suis toujours étonné, par exemple, que la laïcité soit perçue aussi très souvent comme une conviction à côté des autres convictions. Je reste convaincu qu'on peut ne pas faire partie d'un mouvement laïque, mais ne pas non plus nécessairement tomber dans une conviction religieuse. J'ai entendu plusieurs fois le mot athée. Moi, je suis plutôt agnostique, mais je vous avoue que je ne milite pas dans une conviction philosophique ni dans une conviction religieuse. Et donc, c'est ça qui m'embête un peu dans le... Je préfère le concept de Jules Ferry, mais enfin, comme je sais qu'Olivier part tout le temps vers la France, il est dans la logique de la laïcité à la française. Mais ici, ça pose parfois un problème de bien faire la distinction. Mais c'est bien ça l'idée, et c'est de la faire respecter partout. C'est évidemment ça le principe d'une loi. Mais je vais vous envoyer les textes, parce que je sens bien que vous avez des hésitations sur la manière dont on peut définir ce que sont les signes ostentatoires convictionnels. Mais ça, on peut vous le donner dans les textes. Mais au moins, c'est de faire en sorte que partout, dans la sphère publique, ce soit respecté. Et ce soit respecté de la même manière, quelles que soient les majorités qui peuvent se mettre en place dans des communes, dans des provinces, dans des régions, mais même au niveau fédéral, où une administration pourrait aussi décider autre chose s'il n'y avait pas une loi. Moi, je voudrais juste... Une simple anecdote, comme je suis bruxellois depuis peut-être moins longtemps que d'autres, j'ai fait des études dans une autre université, j'ai souvent dit dans la seule probablement dans le monde francophone, c'est Arthur Botson qui m'expliquait toujours cela, qui est la seule université non confessionnelle. Et je crains fort qu'une des deux autres
soit en train de glisser de ce que je pensais être sa confession vers une autre. Et une anecdote très simple, bon, je fais mes études à l'Université de Liège puisque j'étais à Liège, je pensais que la dernière de mes filles allait venir faire le droit à l'ULB. Eh bien, après un certain nombre de contacts qu'elle a pris, elle nous a demandé de pouvoir faire le droit à Liège. Et je peux vous dire qu'elle n'appartient pas à la communauté juive, mais elle a entendu suffisamment de choses autour d'elle que pour ne pas avoir envie de mettre les pieds dans un campus. Quand on en est là, et je l'ai vécu dans la famille, mais je me dis, je l'ai d'ailleurs dit au recteur, il y a un vrai problème au sein de cette université aujourd'hui sur certains des aspects de ces campus qui doivent être réglés. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a connu ces dernières années, il y a eu plusieurs événements successifs, mais quand ça se propage, parce que je peux vous dire, la dernière de mes filles n'avait aucune raison d'être confrontée directement au problème à Bruxelles, mais quand ça se propage à ce point-là, vous avez raison, il y a un vrai problème qu'il faut pouvoir régler. Alors le régler comment ? Comme on a évoqué d'autres aspects, s'il y a évidemment des éléments qui peuvent faire l'objet d'une incrimination, on doit aller jusqu'à des sanctions et des sanctions pénales. Je l'ai dit en commençant tout à l'heure, on devrait renforcer les incriminations d'incitation à la haine lorsqu'elles portent préjudice aux droits et aux libertés, mais en ce compris en rendant réellement exécutoires les sanctions, avec une peine de sûreté pour les sanctions prévues. Pourquoi ? Parce que je sais bien qu'on aimerait tous interdire. J'entendais le débat tout à l'heure et les difficultés que l'on a en Belgique, par exemple quand Dieudonné vient. Mais ce qui m'étonne, c'est que même en France, il a été condamné plusieurs fois. Mais à quoi ? À quoi, objectivement, a-t-il été condamné ? Des amendes non payées et pour lesquelles, manifestement, on n'a pas été plus loin. Mais est-ce qu'on considère que ces faits ne sont pas suffisamment graves que pour passer non seulement à l'exécution des amendes, mais dans un certain nombre de cas, à de l'emprisonnement ferme ? Quand je vois qui se trouve aujourd'hui dans nos prisons, dans la hiérarchie des sanctions, on peut quand même se poser la question de savoir si, au lieu de se demander si pendant les 6 prochains mois, on va interdire ou non son spectacle, de lui demander de le faire dans sa cellule. Mais Quelqu'un d'autre veut-il... Brièvement, d'abord, je trouve que les autorités, moi qui sors de l'ULB, parce que je suis plus bruxellois de longue date, mais peut-être un peu moins huclois. Mais, oui, non, je te rassure, je taquine. J'avoue que je ne reconnais pas toujours, en effet, par rapport à mon université, la volonté qui existait à une autre époque pour tenir en échec ce type de fait, de comportement et d'organisation. À une autre époque, le conseil d'administration aurait depuis longtemps mis à la porte de l'université non seulement les étudiants qui se prêtent à certains types d'actes ou de comportements, mais les membres de la communauté universitaire qui les encouragent. Et la vérité, mais c'est un débat dont j'ai les échos, moi je ne suis pas membre du corps académique, je ne suis pas membre des autorités de l'ULB, mais j'ai quand même encore assez d'attaches et assez de liens avec cette université. En réalité, c'est parce qu'il y a une influence de certains milieux politiques dans les organes même de gestion de l'ULB, ce qui effraie un certain nombre de responsables de l'ULB, une telle influence d'un certain nombre de milieux politiques qui plaident bien entendu, une extrême gauche notamment, qui plaident le relativisme. Non, M. Manguin, soyez explicite parce qu'il y a votre voisin qui frémit. Oui. L'extrême gauche. L'extrême gauche. Enfin, quoique, le CDH. Enfin, non. Non. À cette heure-ci, on se permet davantage. Non. Une extrême gauche qui prône, en effet, un relativisme absolu par rapport à ce qu'il considère être une atteinte, une discrimination à l'égard des populations d'origine étrangère dès lors qu'on leur mettrait des limites dans l'affirmation de leur appartenance convictionnelle ou confessionnelle. Eh bien, je dois dire que là, je suis sidéré que dans l'université du libre examen, on en soit arrivé à ne plus avoir le sens des priorités en termes de valeurs. Et c'est un vrai débat au sein de la communauté universitaire. J'espère qu'il y aura un ressaisissement des autorités académiques, du corps professoral, que notamment le corps professoral qui appuie cette tendance qui me semble tout à fait préoccupante, va pouvoir au moins se remettre en cause et être remis en cause. Mais c'est un vrai débat, ou sinon nous aurons
University qui, je crois, aura tourné définitivement le dos au libre examen, ce qui me serait, pour moi, totalement invraisemblable. J'entends quelques nuances quand même à ma gauche, sont intéressantes. Pas une nuance, un total désaccord. Donc je ne peux pas accepter qu'on dise que l'ULB est en train de devenir une université, je ne sais pas moi, d'une croyance religieuse quelconque par son public et par la sympathie que des gens d'extrême gauche ont envie de soutenir. Ouais, mais enfin, on tourne autour du pot, mais c'est un peu ce qu'on tente de dire. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les autorités de l'ULB, qui sont d'ailleurs dans des réformes institutionnelles internes à l'ULB fort importantes, ou d'ailleurs la place du politique, qui sont adoptées, la place du politique en l'occurrence, est de plus en plus éloignée, ne participe plus à la gestion, etc. Enfin, je pense que l'extrême gauche n'est pas représentée. Enfin, je veux dire, il faut nuancer tout ça. Par contre, effectivement, il y a des cercles agissants, il y a des individus agissants. Ça a toujours été le cas à l'université et certainement à l'ULB, où la notion du libre examen implique qu'il y a des débats sans fin sur les gens, le droit de s'exprimer, etc. Mais néanmoins, et ce n'est pas facile, quand il s'agit de prendre une sanction, ils l'ont fait. On parlait ici en aparté de Zoual Chicha qui a finalement été exclu du corps professoral. Donc voilà, je pense qu'il faut nuancer les choses. Il y a une réalité sociologique, il y a une réalité aussi de professeurs qui ont, à l'égard de tous ces phénomènes, une autre approche, et je pense qu'il faut laisser la communauté universitaire gérer son enseignement et son université comme ils le font. Je pense qu'ils sont très conscients des difficultés et des limites auxquelles on est peut-être conduit aujourd'hui. Je pense qu'il y a une volonté des autorités de l'université de rétablir quand même un certain nombre de choses. Donc voilà, je pense qu'il faut les soutenir, les encourager et je pense qu'on aurait du tort, on aurait tort de stigmatiser l'ULB. Maintenant, je reviens sur des groupes comme ceux dont vous parlez. Pour moi, oui, mais enfin, ou d'autres, hein, je veux dire, voilà. Il n'y a pas que. Donc je pense que là, c'est aux autorités de l'ULB à avoir une attitude ferme et à dire ces cercles ne sont pas autorisés sur le campus et la pratique de ces cercles n'est pas autorisée sur le campus. Mais ça, c'est aux autorités de l'ULB à le faire. Voilà. Et donc, mais si l'autorité ne fait rien... Et donc je vous donne mon point de vue. Donc, je ne suis pas l'autorité de l'ULB. Je pense que l'autorité de l'ULB... Mais monsieur, excusez-moi, je vous dis que je pense que les autorités de l'ULB devraient prendre une mesure d'interdiction de cercles comme ceux-là. C'est mon opinion. Mais je dis en même temps, c'est aux autorités de l'ULB à agir en ce sens. Ce n'est pas à nous de l'extérieur à dire comment l'ULB doit être gérée. Enfin, je pense qu'il faut nuancer les choses. Je voudrais terminer alors sur le début de l'intervention de Didier Reynders. Je suis totalement d'accord avec lui. En fait, une des difficultés pour aborder toutes ces questions dans notre pays, c'est que nous vivons toujours avec un reliquat d'une histoire catholique, religieuse, qui imprègne l'ensemble de notre société, à travers nos structures, y compris les structures sociales. Ce n'est pas le débat de ce soir, mais vous savez, la sécurité sociale, qui est une merveilleuse entreprise de lutte contre la pauvreté et de soutien au bien-être et à la santé publique, etc. Enfin, par beaucoup de ces aspects, c'est une sécurité sociale familialiste. C'est un modèle qui ne correspond plus à la réalité des gens aujourd'hui. Regardez les problèmes qu'on a avec le statut de cohabitant, etc. Bref, je veux dire par là qu'il y a un reliquat comme ça de cette religion qui a imprégné notre pays pendant encore aujourd'hui, qui nous empêche, je pense, d'aborder aussi clairement la question globale de l'approche de la laïcité de l'État ou de la neutralité de l'État à l'égard des religions. Parce qu'il reste des choses. Bien entendu, comment voulez-vous dire aujourd'hui à une école musulmane qui verrait le jour qu'elle ne le peut pas, alors qu'il existe évidemment quantité d'écoles catholiques financées, etc. Bon. Donc évidemment que ce sont ça les contradictions de notre État
et qu'ils ne sont pas aussi évidentes à régler que cela. Moi, je le souhaiterais. Je souhaiterais que le miracle, c'est que cette majorité soit ici, soit aussi de l'autre côté, enfin au nord, soit fédérale, etc. On n'y est pas. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est mettre en garde contre toutes les tentatives qui conduisent vers ce recul. Moi, je n'accepte pas quand il y a un conflit, je m'excuse de revenir systématiquement sur du concret, mais parce que je pense que la politique, c'est aussi du concret. Quand il y a un début d'émeute dans un quartier populaire de Bruxelles, et que nous sommes sur le terrain, qu'on va voir les gens, qu'on essaye de calmer les choses, et que le lendemain ou le surlendemain, une responsable politique dit « je vais réunir les femmes à la piscine, les hommes dans la salle municipale », excusez-moi, c'est impensable cette approche. Pour moi, c'est totalement impensable. On ne résout pas le problème du quartier de cette façon-là, bien entendu. Et donc, j'insiste, ce recul vers ce reliquat, vers ce substrat comme ça qui continue à faire fonctionner l'ensemble de nos institutions, ou imprégner en tout cas l'ensemble de nos institutions, c'est aussi à ça qu'on doit avoir le courage de s'attaquer si on veut résoudre d'autres problèmes dont on a parlé ce soir. Eh bien, messieurs, merci pour votre franchise. Je sais que vous êtes candidat et je suis sûr que vous serez élu. Et je suis sûr aussi, ou plutôt que j'espère, que vous tiendrez vos promesses qui toutes ont été enregistrées et filmées. En tout cas, merci à vous et bonne soirée. Et même si le vote est obligatoire, votez.